Mais fondamentalement, ceux qui sont là, quelle espérance on leur offre? Et à nos enfants, quelle espérance on leur offre? Alors à ceux qui nous regardent, moi j'ai quand même une question à leur poser. Est-ce que vous voulez continuer à vous plaindre? Ou est-ce que vous voulez rebâtir? Est-ce que vous voulez qu'on rebâtisse pour vous? Ou est-ce que vous voulez être acteur de votre propre vie? Est-ce que vous voulez monter au sommet de la montagne en téléphérique? Ou est-ce que vous voulez prendre le chemin du sommet? Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Droite Parole avec Maître Fabrice Divisio. Bonjour Maître. Bonjour. Pour une édition spéciale dans de nouveaux studios, on joue à domicile en fait. C'est exactement ça, on joue à domicile. Finalement, c'est aussi l'une des manières, je crois, de résister. C'est celle d'avoir ses propres moyens de production, d'être capable, c'est un peu comme l'instruction à domicile finalement, d'être capable d'autoproduction, c'est, je crois, l'avenir, autosatisfaction, autoproduction, production audiovisuelle, mais production agricole, production alimentaire, finalement, c'est de réussir à avoir un circuit court, j'ai envie de dire. Et puis, dernier point, ce studio, il est quand même, son nom l'indique, Droite Parole, et j'arrête pas de le dire, on a déjà un petit peu teasé sur ce studio, c'est notre studio, c'est une évidence, mais je crois qu'il ne faut pas que ça soit le nôtre exclusivement, que le droit de parole, c'est le droit aussi pour les autres de parler, c'est le droit pour ceux qui auraient des choses à dire de les exprimer. Donc ce studio, il est aussi, si j'osais, je dirais un studio mutualiste. Alors continuez bien sûr à vous abonner à la chaîne Droite Parole, à liker cette vidéo, à la partager. C'est aussi pour maintenir votre liberté, Maître ? Ah bah c'est complètement pour maintenir une liberté, c'est-à-dire que moi je crois, c'est pour maintenir une liberté, c'est pour l'offrir à d'autres. Aujourd'hui, nous on l'a expérimenté avec le groupe qui donc soutient la chaîne et la porte. Les studios, c'est cher, c'est très cher. Pour une qualité parfois très bonne, mais finalement souvent à discuter, et que si vous voulez avoir un format de plus en plus élaboré, bah, il vous faut des studios personnels, et en même temps, on ne voulait pas tourner dans notre salon. L'idée, c'est on est des professionnels, en tout cas on est soutenu par un groupe, on est des professionnels de la formation, on verra ça au cours des mois, et de l'information. Et c'est pas parce que finalement ça n'est pas notre métier originel que pour autant nous ne pouvons pas se donner les moyens de développer celle-ci. Est-ce qu'un plateau c'est un prétoire, c'est pour se faire justice ? C'est une bonne question. Est-ce qu'un plateau c'est un prétoire ? Est-ce qu'un plateau c'est un prétoire ? C'est une bonne question. Je crois qu'il y a une part de ça, oui. Je crois qu'en fait un plateau c'est à la fois un prétoire, c'est aussi un ambon d'où on prêche, c'est tout à la fois parce que la parole dans notre société est de plus en plus menacée, ce droit de parole, il est de plus en plus menacé, c'est d'où le titre, d'où le nom de la chaîne. Ce droit de parole, il faut bien l'exercer parce que je vous garantis que dans quelques années, droit et parole, ça ira plus ensemble, et que de plus en plus, nous avons une atteinte à la liberté d'expression. De plus en plus, on voit bien que ce qui se passe avec Twitter, on voit bien que ce qui se passe avec l'Arcom, on voit bien qu'il y a une emprise de plus en plus importante sur la liberté d'expression et sur la liberté d'opinion, et que donc, oui, c'est une manière de plaider pour la liberté, c'est incontestable, mais c'est une manière, oserais-je dire, presque de prêcher la vérité, de prêcher aussi une forme de fraternité, et de véritablement venir se mettre au service de l'autre, d'avoir une parole qui construit, plutôt qu'une parole qui asservit. Nous sommes dans un monde où quand on prend la parole, et c'est un point qui va devoir être discuté d'ailleurs, ici, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un point, c'est que moi je supporte plus, si vous voulez, non plus les paroles qui sont des paroles assassines d'un côté, mais de l'autre aussi, des paroles qui enferment, des paroles qui sont en permanence des paroles négatives, qui sont en permanence des paroles dans lesquelles on voit le monde en noir, là où il faut peut-être parfois y mettre des nuances de blanc pour avoir du gris. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois que nous avons un problème dans les médias, y compris alternatifs. C'est qu'à force de voir le monde en noir, ça fait du buzz, ça fait peur, et à raison, hein. Mais finalement, derrière, on apporte quoi comme solution ? Ça tétanise. Ça tétanise, et on utilise finalement les mêmes ressorts que le gouvernement. Eh bien, nous, le choix qui a été fait ici, c'est certes la vérité,
dire ce que je vois et voir ce que je vois, hein, comme le dit Saint-Exupéry, mais de l'autre, c'est aussi réfléchir à comment apporter des solutions concrètes au mal qui nous ronge. On n'a pas toutes les solutions, mais on a aussi des réflexions communes à apporter, et dénoncer c'est bien, annoncer c'est mieux. Et ici, je termine pour dire que on est quand même sur une chaîne chrétienne. Et ça, moi, dans la discussion qu'on a eue à ce sujet, j'y ai tenu. Et le chrétien, il n'est pas d'abord celui qui dénonce, il est celui qui annonce. Il dénonce, c'est incontestable. Mais attention, il annonce. Et je crois que le rôle du chrétien n'est pas d'abord celui de dénoncer au sens de se complaindre quelque part, même si c'est important parce que ça procède de la vérité, mais celui qui annonce, et qui annonce la bonne nouvelle. Si nous ne sommes plus capables, en tant que chrétiens, d'annoncer la bonne nouvelle, alors le monde est mort. Et cette chaîne, elle se veut aussi, à la fois, comme je l'ai dit, une chaîne qui dénonce, qui est en vérité, on fait un constat, mais derrière le constat, il y a une espérance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été faite dans cette année jubilaire, finalement, l'année de l'espérance. Et c'est pas rien. Et je crois que c'est vraiment, ceux qui nous regardent doivent l'entendre, ça. C'est fondamental de se le dire. Passer d'une société où on dénonce à une société où on annonce. Et que la bonne nouvelle, on en a besoin quand le monde va mal. Dans un monde qui va bien, la bonne nouvelle, on s'en fout. Mais une bonne nouvelle est une lumière dans les ténèbres, mais s'il n'y a pas de ténèbres, alors la lumière n'a plus de prix. Maître Divisio, 3 sujets que nous avons sélectionnés dans Droit de Parole. On va aller à Rome, le Vatican, l'Église. Comment fait-on avec la collecte de données pour l'année jubilaire ? 32 millions de pèlerins sont attendus là-bas. On va en parler dans un instant. On parlera aussi du livre « Les juges et l'assassin ». Ça, c'est la gestion Covid. On sait que vous êtes évidemment un expert de cette question-là. Et puis, il y a un mot qui va aussi nous occuper, c'est rebâtir. Rebâtir la France. On a restauré Notre-Dame de Paris, mais il faut faire autre chose, il faut aller plus loin. Et là, il y a tout un élan que vous voulez déclencher, un appel à la mobilisation. Ça sera bien sûr un élément clé de cette discussion que nous allons avoir. Je voulais tout d'abord commencer, si vous le voulez bien, par vous offrir quelque chose, parce que je suis allé à Rome, j'ai franchi la porte sainte, et voyez-vous, j'ai dû mettre cela autour de mon cou, un pass. Alors je sais que ça vous fait plaisir. Alors, c'est effectivement le pass salutaire, puisque vous savez que la porte sainte, elle procède dans l'année jubilaire du salut, c'est l'indulgence divine, c'est l'indulgence plénière, ça procède de l'indulgence, hein, donc c'est un acte de foi de passer la porte sainte, et dans la tradition de l'Église, dans la grande tradition de l'Église catholique, eh bien c'est une manière, si on simplifie, d'avoir accès au salut. On peut schématiser, simplifier, mais utilisons ça. La peine temporelle est remise. Exactement. Et puis ça procède véritablement de l'ordre du spirituel. Bien. Le Vatican n'a rien trouvé de mieux à faire pour passer la porte sainte d'avoir ça. Mais vous l'avez comment, ça ? Vous l'avez en vous inscrivant sur le site du Vatican et en y inscrivant vos données personnelles, mais dans vos données personnelles, il y a la carte d'identité, ou en tout cas les documents d'identité, votre numéro de carte d'identité. C'est une collecte de données. C'est une collecte de données. Mais est-ce que c'est interdit ? Qui serait tout à fait illégale pour le coup en Europe, par exemple. Le Vatican est hors de l'Union européenne, mais nous sommes sur des problèmes de RGPD majeurs, et puis nous sommes quand même face à un problème. Alors ici, vous ne l'avez pas parce que vous avez dû passer la porte en groupe, à mon avis. Oui. Mais si vous l'aviez passé individuellement, vous auriez eu un QR code en plus. Il aurait été scanné. C'est-à-dire que vous l'avez passé en groupe. Mais à quoi ça aurait servi ? J'aurais dû le mettre pour passer les contrôles de sécurité ? Exactement. Vous auriez dû passer un QR code qui vous aurait été délivré sur le site après avoir rentré vos données. Donc, c'est-à-dire que l'Église catholique a trouvé bon de soumettre ses fidèles à un pass qui est exactement le même que le Green Pass italien, que le pass sanitaire français, vaccinal, pass JO. L'Église, au lieu d'opérer une résistance à une annonce, comme on l'a dit tout à l'heure, au lieu d'annoncer, n'est plus dans l'annonciation. Elle n'est même plus dans la dénonciation, si je puis dire. Elle est dans la soumission. Entre annonciation et dénonciation, l'Église choisit la soumission. Mais maître, il y a beaucoup d'arguments, honnêtement, qu'on peut vous opposer. Et je ne vais pas hésiter à le faire, vous le savez bien. D'abord, quand on parle de collecte de données, juste, de quoi s'agit-il précisément ? C'est mon numéro de carte d'identité ? En l'occurrence, c'est le cas. Qu'est-ce que je laisse ? Oui, en l'occurrence, c'est le cas. Vous laissez vos coordonnées, enfin, vos données identitaires, vos données... mon adresse. Votre adresse, et vous devez inscrire
votre numéro de passeport, numéro de carte nationale d'identité et le pays dans lequel vous êtes. Ah, c'est ça. Vous devez inscrire des données qui sont des données personnelles, pour le coup. La question que je me pose, c'est que fait le Vatican de ces données? Alors on vous dit, mais non, mais c'est pour éviter, toujours, pour éviter les attentats. Monsieur, vous n'imaginez pas, c'est pour votre sécurité. Mais donc, le Vatican assume de fliquer les gens, en réalité. C'est marrant, comme l'atteinte aux libertés est toujours pour votre sécurité. Il y a eu des jubilés. Le pape François lui-même a organisé un jubilé extraordinaire de la miséricorde quand nous habitions à Rome. Ça s'est posé cette question? Pas du tout. On a franchi la porte sainte sans peine. Pourquoi d'un seul coup? Eh bien, tout à coup, passé le Covid, on vient effectivement vous expliquer qu'il faut un QR code maintenant, en tout cas un pass, pour franchir la porte sainte, et uniquement de Saint-Pierre d'ailleurs. Parce que les autres, vous pouvez y accéder facilement. Vous pouvez y accéder. Donc, ça m'intéresse quand même ce point. C'est-à-dire que, et du reste, c'est ce qu'on vous dit. Enfin, monsieur, excusez-moi, mais vous plaignez une atteinte aux libertés. Mais pas du tout. Comment osez-vous? Il y a une proportion juste. Vous ne pouvez certes pas passer celle de Saint-Pierre, mais vous pouvez passer celle de Saint-Jean, celle de Saint-Paul, celle de Sainte-Marie-Majeure. Vous pouvez. Oui, mais du coup, vous voyez bien que votre atteinte aux libertés est finalement fort modérée. Et vous voyez, à chaque fois, le basculement sur le plan rationnel et le basculement sur le plan intellectuel, ça n'est plus... je ne suis plus libre comme règle. La liberté n'est plus la règle. Elle devient une exception, finalement. Mais une exception qui n'est finalement pas tellement contraignante. Mais ma question, je repose mon problème. Où vont les données? Comment l'Église peut-elle accepter comment peut-elle non pas accepter, mais comment peut-elle souscrire, même favoriser, initier une collecte géante? Vous avez dit combien de pèlerins sont attendus? 32 millions. 32 millions de personnes vont voir s'ils passent la porte sainte. Imaginons qu'on part du postulat qu'ils la passent tous. 32 millions sauf un. Moi, je ne la passerai pas. 32 millions de personnes vont passer la porte sainte, dans cette hypothèse. Le Vatican va donc collecter 32 millions de données personnelles en toute illégalité, si on reprend le droit européen et le droit français. Mais le Vatican, donneur de leçons, lui, est au-dessus de tout ça. Mais que suspectez-vous? Qu'il en fasse un usage commercial? Je ne suspecte rien. Je dis que mes données, elles sont par essence confidentielles. Et que je m'interroge, c'est au Vatican de me dire ce qu'il fait de ces données. Mais on a confiance en l'Église. La plupart des personnes... Non, vous n'avez pas confiance. Non. S'il y a bien une institution à laquelle je n'ai pas confiance, c'est l'Église. Et pourquoi? Mais parce que c'est un fait. L'Église est un repère de pourris. Soyons honnêtes. Vous exagérez, maître. Non. C'est un repère de sale type. Je veux dire, et elle est sauvée par le Christ, c'est une réalité. Mais sur le plan strictement humain, vous avez affaire à des types, en particulier au Vatican. Enfin, soyons honnêtes 2 minutes. Luther revient, j'ai envie de dire quelque part. Mais soyons honnêtes. Le Vatican est en train de nous refaire les indulgences, là. C'est une autre façon de commercialiser quelque chose. Luther s'est érigé, enfin c'est en tout cas indigné, et on connaît la suite, contre les indulgences de l'époque, mais qui s'indigne contre celles d'aujourd'hui? Qui s'indigne contre ces nouvelles indulgences? Donc vous estimez que, ou plutôt vous redoutez qu'il y ait une sorte de trafic qui soit fait à partir de ces données? Je dis que quand vous avez une proximité idéologique entre Soros et l'Église, et une proximité idéologique entre McKinsey et l'Église, alors je vais aller plus loin. C'est pas tant que j'ai pas confiance en l'Église, ceci dit. Je sais pas très bien qui c'est l'Église, moi. Vous savez, c'est comme Sacha Guitry qui parlait de la justice, où on lui disait, mais que pensez-vous de la justice? Il répondait, je n'ai jamais déjeuné avec. C'est un peu comme l'Église. L'Église, je sais pas. Mais l'Église du pape François, non. Soyons clairs, le pape François est un mondialiste. Le pape François est un immigrationniste né. C'est quelqu'un qui, dans la logique du mondialisme. Le pape François est quelqu'un qui a envie de faire entrer l'Église dans un millénaire au détriment de la tradition. On le sait. Et que donc, finalement, il l'a montré avec le pass sanitaire, premier État à avoir mis en place le pass sanitaire. Il n'a pas hésité à virer des gens qui n'étaient pas vaccinés. Le pape François, la charité, elle est toujours bonne pour ceux qui viennent d'ailleurs, mais pas en l'occurrence les catholiques. Mais est-ce que vous pouvez prouver ce que vous avancez? Quoi? C'est-à-dire quand vous dites c'est un jugement sur une intention, sur des intentions. Non, attendez. Est-ce qu'il n'a pas simplement voulu protéger sa population? Ah, j'en suis sûr. Sinon, on lui aurait fait grief. J'en suis sûr. On lui aurait fait grief de ne pas être responsable, etc. Et puis je suis certain qu'Emmanuel Macron ne veut que le bien des Français. Évidemment, enfin, comment osez-vous en douter? Qui peut oser douter qu'Emmanuel Macron a toujours voulu le bien des Français et que le pass vaccinal, en l'occurrence, était évidemment
dans un but de protection des Français. Enfin, évidemment, quand même. Est-ce que ce n'est pas un combat un peu d'arrière-garde dans le sens où aujourd'hui, vous laissez vos données partout, objectivement? J'espère mon numéro de carte d'identité partout, non? Non, mais quand vous remplissez, tenez, vous faites des achats sur des plateformes, Mais je laisse pas mon numéro de carte d'identité. Non, peut-être pas de carte d'identité, mais vous avez d'autres moyens de traçage qui aujourd'hui sont autrement ou aussi efficaces ou autrement plus efficaces que la carte d'identité via la carte bancaire, via des éléments qui sont extrêmement intrusifs. Alors, à cet argument, je réponds une chose. Qu'est-ce que vous dites là? Je dis deux choses. Je dis d'abord que pourquoi est-ce que dans ces cas-là, le Vatican exige ma carte d'identité? Pourquoi? Si effectivement. J'énonce une hypothèse pour que la personne dont on va vérifier l'identité, on va peut-être croiser avec des fichiers de personnes recherchées vous vous rendez compte, ou qui peuvent commettre des actes éventuellement terroristes. Moi, je vois l'aspect sécuritaire. Ou alors, imaginez, j'ai une autre hypothèse pour vous. Imaginez que ce fichier demain tombe entre les mains d'États, d'adversaires, appelons-les comme on veut, État ou adversaire, ou État adversaire de l'Église. Imaginons que demain, on s'en serve pour identifier. Là, vous avez quand même 32 millions de personnes qui sont fichées catholiques. Peu ou prou. Vous imaginez si ce truc tombe entre les mains de gens dont l'ambition, l'intention est de persécuter l'Église? Est-ce que vous imaginez quand même que là, on identifie des gens non plus par leurs habitudes de consommation, non plus finalement en raison de leur appétence, ce que vous voulez, pour telle ou telle culture. Non, là, on vient pointer des gens nommément, avec toutes leurs données d'identité, leur carte d'identité, sur leur foi. Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer avec ça? Là, vous avez un fichier de 32 millions de personnes, donc c'est un pays, hein, 32 millions de personnes. On est sur un pays quand même. 32 millions de personnes sont identifiées comme étant catholiques, chrétiennes, peu importe. Et vous imaginez si ça tombe entre les mains d'adversaires de l'Église? Donc l'argument, c'est parce que vous avez peur des fuites. Voilà, la fuite, ça serait ce qui est dangereux. Mais là, vous n'êtes plus dans la question de principe. Hein. Vous êtes dans la question de l'usage. Je suis dans la... Mais c'est toujours la même problématique. La question de principe est toujours liée à l'usage qu'on en fait. C'est toujours le même problème. La collecte des données, je veux dire, dans un monde parfait, avec des gens parfaits, ça pose jamais aucun problème. Mais enfin, la tradition politique et la tradition de sciences politiques et d'histoire politique nous apprend que notre premier adversaire, c'est l'État. Toujours. En philosophie politique, on nous a toujours enseigné que, au fond, la première personne dont il faut se méfier, c'est quand même l'État. Vous savez, ça fait penser le Vatican est un État. Oui, ça fait penser à Israël. Notre médecin au cabinet, juif, vivant à temps très partiel, enfin à temps pas mal maintenant, un peu plus, puis à la retraite en Israël, quand on lui a dit, mais je ne comprends pas comment, avec tout ce que les Juifs ont subi dans l'histoire, comment est-il possible qu'un État juif soumette à ce point ses ressortissants israéliens à un pass vaccinal, premier État à l'avoir fait juste après le Vatican ou juste avant. Pourquoi cette espèce de mainmise comme ça? Et pourquoi personne ne se rebelle? Et il avait dit quelque chose de saisissant. Parce que dans la tête d'un juif, un gouvernement juif ne peut pas lui vouloir de mal. Et c'est là le biais. Un juif ne pourrait pas imaginer qu'un gouvernement juif, avec l'État d'Israël, toute l'histoire, puisse lui vouloir du mal. Mais c'est la même chose pour l'Église, c'est la même chose pour l'État du Vatican. Les pèlerins n'imaginent pas que l'Église va faire un mauvais usage des données. N'imagine pas un mauvais usage des données. Mais à la fin, imaginons même que l'Église ne le fasse pas. Et si ça tombe entre des mains, peu ou mal intentionné, il se passe quoi? Premier élément. Deuxième élément, le pape François a fait la démonstration parfaite de ce qu'il ne faut pas lui faire confiance. Il a quand même confié les clés des finances du Vatican à McKinsey, dont on sait dans quoi ils sont impliqués, à travers notamment tout le scandale du fentanyl aux États-Unis, dont on sait effectivement tout ce qu'ils ont... Enfin, est-ce qu'on peut faire plus diabolique que des organisations, ces gros cabinets de conseil? Est-ce qu'on peut faire plus diabolique, finalement, que toutes ces organisations peu ou prou obscures, secrètes, McKinsey, quand même, a été quand même sous le coup d'enquête fédérale aux États-Unis, parce qu'ils sont à l'origine de millions de morts. Ils ont signé une transaction avec l'État.
Quand même, en France, on leur a confié les clés. En France, ils ont été impliqués peu ou prou dans l'élection d'Emmanuel Macron. Enfin, on sait bien que si vous voulez, McKinsey, on vous parle de fantasme de McKinsey, mais on sait bien que c'est pas vrai. On sait bien qu'en réalité, vous êtes au cœur du pouvoir, au cœur ténébreux, si je puis dire, du pouvoir. C'est comme ça. Faut pas, enfin, je veux dire, il faut pas faire son angéliste de base quand même. Deuxième élément, moi qui me perturbe au plus haut point, c'est on sait aussi les liens de proximité qui existent entre certaines organisations de Soros, George Soros, et l'Église. On le sait. Donc, je veux dire, excusez-moi. On le sait, vous le savez. Moi, je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Non, peut-être. Mais ça, je vais vous dire, on sait très bien que Soros et l'Église de France en particulier financent, c'est notoire, la Conférence évêque de France, finance les organisations, pour le coup, de George Soros. Donc, moi, ce que je me demande, c'est, encore une fois, je repose ma question, peut-on avoir confiance dans l'Église catholique ? Non. L'Église catholique, lorsqu'elle est Église, épouse, pas de problème. Moi, j'ai parfaitement confiance dans mon Église, qui me donne le dogme. Je n'ai pas de problème avec cette idée. Pas de problème. Quand, effectivement, l'Église commence à faire de la politique et commence à finalement se comporter avec ce qu'elle est, son humanité, alors oui, je m'en méfie. Je n'ai aucune raison de me méfier moins de l'Église que de quelqu'un d'autre. Et même, je vais vous dire, j'ai même une raison de m'en méfier plus. Essayez de vous chercher un truc en même temps que je vous parle, mais sur Soros. Oui. Voilà. J'ai le truc, c'est que on a clairement aujourd'hui une difficulté avec ça, c'est que l'Église, on doit s'en méfier encore plus parce que on a tendance naturellement à lui faire confiance. Et je me méfie. C'est un peu le syndrome, si vous voulez, c'est un peu le syndrome de l'inceste. Pourquoi l'inceste est encore plus grave ? Eh bien parce qu'il se fait dans le milieu familial, dans le milieu où on est censé avoir confiance. Et donc, quand vous avez été abusé une fois par un ascendant ou par un proche, bah vous vous méfiez d'autant plus, j'ai envie de dire. Et vous, avec vos autres enfants, vous vous méfiez, quoi. Bah c'est pareil. Le pape François n'a pas mérité, la confiance, ça se mérite. Et le pape François a démérité en la matière. Clairement, son attitude pendant le Covid montre qu'il n'est pas fiable. Montre que cet homme est dangereux. Sur la question du pass. Sur la question du pass, la question des libertés publiques, il a quand même dit que ne pas se faire vacciner était un péché. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a mélangé le temporel et le spirituel, à ce point, c'est terminé au niveau de la confiance. Tant qu'il sera, pour le coup, tant qu'il sera dans l'Église en tant que successeur de Pierre, pas de problème. Tant qu'il se comportera en chef d'État, moi je m'en méfie. Et c'est en tant que chef d'État qu'il collecte les données. Vous ne lui créditez pas le fait que par charité, on peut se dire, bah écoutez, voilà, essayez de protéger les autres. Je reprends une idée peut-être qui vous paraît extrêmement commune et banale, mais quand même partagée par pas mal de gens, qui consiste à dire, bah écoutez, voilà, le pape dit, protégez-vous, voilà. Non. Une société de passe, moi j'en veux pas. C'est tout. C'était les manifestations de Florian Philippot pendant le Covid où on criait, on chantait Macron, ton passe, on n'en veut pas. Je repose ma question. Combien de jubilés l'Église a organisé dans sa vie? Combien ont été soumises à un passe? Combien de fois dans l'histoire de l'Église avons-nous soumis le passage de la Porte Sainte à un passe? Et vous voyez, c'est du même ordre que le vaccin et le péché. On mélange les deux. Là, il y a une collecte de données pour des raisons étatiques et voilà. Et finalement, on le lie à un événement spirituel qui est passé à la Porte Sainte. Est-ce que vous vous rendez compte sur le plan du symbole ce qu'on est en train de faire? C'est le rapprochement entre les deux qui vous paraît intenable. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'on est en train de faire? La gravité de ce qu'on fait. Pour passer la Porte Sainte, qui est hautement spirituelle et par nature, on exige une collecte de données, sinon vous ne passez pas. Je croyais qu'effectivement le royaume des cieux est accessible à tous. Est-ce que vous imaginez ce qu'on est en train de faire là quand même? Et demain matin, on va nous imposer un pass pour rentrer au paradis? Est-ce que pardonnez-moi, mais est-ce qu'au soir de notre mort, le Christ nous imposera un pass? Vous demandez un QR code? Or, quand même, dans une préfiguration du royaume, là. Le symbole qu'on envoie au monde est terrifiant, terrible. Et je veux dire, ça signe juste, je le redis, la soumission de l'Église à l'esprit du monde.
Alors maître, passe ou pas, on va passer à un autre sujet, puisque c'est quand même l'objet aussi de notre discussion, de pouvoir regarder, scanner, passer avec un QR-code peut-être l'actualité redoutable, telle que vous l'avez sélectionnée. Les juges et l'assassin, c'est un ouvrage qui a paru sur la gestion du Covid, 2 journalistes du Monde qui sont célèbres sur ces questions d'enquête, d'enquête avec la proximité du pouvoir en particulier. La question qu'on se pose, c'est de savoir s'il est concevable que des politiques en responsabilité à l'époque bénéficient d'un non-lieu. C'est à partir de cette question-là, peut-être qu'on peut essayer de tirer le fil de votre explication. J'en sais rien. Les politiques ne sont pas au-dessus de la loi, mais ne sont pas au-dessous. Moi, j'ai toujours dit que dans cette affaire, dans toutes mes interviews, toutes sans aucune forme d'exception, j'ai dit, nous ne cherchons pas des coupables, nous cherchons la vérité. Que, en fait, à partir des déclarations d'Agnès Buzyn elle-même, celle qui a déclenché les hostilités, c'est Agnès Buzyn, qui, au mois de mars 2020, alors que la France se confinait, quelques jours après, sortait un article dans Le Monde dans lequel elle dit qu'elle avait averti le président de la République de ce qui allait se passer, lui avait demandé, suggéré, d'annuler les élections municipales qui allaient conduire à des contaminations à la chaîne et que ce dernier avait fait à sourde oreille. Et elle expliquait qu'elle avait trouvé les éléments sur la gravité supposée de l'épidémie dans un blog chinois, blablabla. Enfin, elle avait donné des explications concrètes. Elle dit qu'elle pleurait lors de son départ du ministère parce qu'elle savait le tsunami qui allait s'abattre sur la France et sur le monde. Ces déclarations ne peuvent pas ne pas faire l'objet d'une enquête pénale. Ces déclarations ne peuvent pas faire l'objet d'une enquête pénale. On doit savoir ce que le président de la République exactement savait, d'autant que elle dit « j'ai échangé des SMS avec Emmanuel Macron ». Ma question, c'est que contiennent ces SMS? On ne le sait pas? Ah bah non, on ne le sait toujours pas. Mais on sait que manifestement, Agnès Buzyn a d'abord mis été en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, qui était une foutaise incroyable. C'était quand même impossible sur le plan juridique que ça tienne. La Cour de cassation a cassé. Et ensuite, plus rien. Pourquoi une foutaise? Parce que on savait tous, si vous voulez, ça c'est un débat tout petit peu technique, mais on savait bien que 223.6 mise en danger de la vie d'autrui, ça ne passerait pas. Parce que ça suppose une mise en danger immédiate de la vie d'autrui. Le pouvoir public, en fait, ne peut pas mettre en danger, sauf exception, immédiatement la population. Par contre, le procureur général de la Cour de cassation avait admis toutes les plaintes, les miennes, qui étaient les premières en la matière, sur le fondement de l'abstention volontaire de combattre un sinistre. Et il avait rejeté toutes celles de mise en danger. Vous m'expliquez pourquoi est-ce qu'on filtre toutes celles sur la mise en danger de la vie d'autrui, on n'admet que celle d'abstention volontaire, pour ensuite mettre en examen Agnès Buzyn sur un fondement dont on sait qu'il n'est pas bon? Pourquoi? Peut-être que pour que la Cour de cassation fasse son office et le casse. Peut-être que finalement, comme le disent les Anglais, ce que je donne l'impression de faire compte plus que ce que je fais. Et que là, il fallait un coupable autodésigné tel qu'Agnès Buzyn, on a fait du spectacle, mise en examen, puis la Cour de cassation, elle a fait du droit, et elle a dit non. Est-ce qu'on l'a remise en examen d'un autre chef? On aurait pu d'ailleurs le faire. Pourquoi on ne l'a pas fait? Bien, si vous voulez, ça ne tient pas juridiquement. Qui aurait pu le faire? La commission de l'instruction de la Cour de justice de la République. Je vous donne un exemple pour que tout le monde comprenne. Demain matin, disons, vous tuez quelqu'un. Homicide volontaire ou homicide involontaire? C'est tout le débat. Et bien en fait, on s'en fout un peu. Le fait est que quelqu'un est mort. Et que si le juge d'instruction a envie de vous mettre en examen, il vous met en examen du chef d'homicide involontaire, ensuite il peut aggraver, il me semble d'homicide volontaire et il peut dégrader, ou alors effectivement il peut choisir ce qu'il veut comme qualification, puisque c'est les faits qui l'intéressent. Quelqu'un est mort et a été tué. Ici, c'était le même débat. On aurait très bien pu remettre Agnès Buzyn en examen du chef de 223.7. Abstention de combattre un sinistre. Pourquoi n'a-t-elle pas été? Vous êtes manifesté dans ce sens? J'ai pas le droit de manifester. La Cour de justice de la République est ainsi faite que, moi je suis avocat d'un certain nombre de plaignants, on n'existe pas. Les plaignants n'existent pas. C'est dans ces alcôves de l'État. Les victimes, on s'en fout. Elles n'existent pas, les victimes. C'est d'une gravité exceptionnelle. Mais il y a pire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on cherchait la vérité. Mais maintenant, on sait qu'ils ont menti. Non, on le sait. Comment le sait-on? Eh bien, on le sait parce qu'ils le disent dans l'ouvrage. Ils disent qu'après leur enquête,
ils ont découvert que cité à comparaître pour témoigner, le président de l'Assemblée nationale a vu son témoignage modifié par la directrice des services juridiques de l'Élysée, qui le lui a ensuite rendu une navette. Et le président de l'Assemblée nationale est allé donc déposer devant des magistrats, témoins, en faisant un faux témoignage. Un témoignage construit, modifié par l'Élysée. Ça pose un problème sur le plan de la science politique. On a une confusion des pouvoirs, là. On a une imbrication de l'exécutif et du législatif. L'exécutif intervient auprès du législatif. Mais quand on sait qui est la directrice juridique de l'Élysée, c'est quelqu'un qui nomme les magistrats, et qui finalement est elle-même magistrat au demeurant. Donc vous avez un magistrat qui nomme les autres magistrats, et qui est venu faire au président de l'Assemblée nationale un potentiel faux témoignage. Un potentiel faux témoignage. Que dit ce faux témoignage? On n'en sait rien. On sait qu'il a été modifié. C'est ce que dit le texte à l'enquête. Et modifié dans le sens? On ne sait pas. On ne sait pas. Et ça veut dire qu'on sait qu'il y a eu un témoignage de départ dans ce cas? On sait qu'il y a un témoignage de départ qui a été une trame qui a été proposée à l'exécutif. D'abord, est-ce que vous imaginez le truc? Donc, on est en train d'enquêter sur l'exécutif, sur les rapports entre Emmanuel Macron et Agnès Buzyn, entre autres, sur ces fameux SMS dont je vous parlais, cette implication des uns et des autres. Et qu'est-ce qu'on fait? On est appelé à témoigner, on rédige notre témoignage, un peu inédit au demeurant, et on va aller transmettre notre témoignage, à l'Élysée, qui est par ailleurs visé indirectement dans l'enquête. Et ce témoignage, qu'est-il censé servir? Qu'est-il censé... Il est censé servir la thèse que veut bien lui faire servir l'Élysée, c'est-à-dire circuler, pas de vague, rien à voir, on a fait ce qu'on pouvait, et puis même on est les meilleurs du monde. Le narratif initial, le narratif continu, on est les meilleurs du monde, il n'y a pas eu de faute, mais pas du tout, enfin comment pouvez-vous y penser? Comment pouvez-vous y songer? Comment pouvez-vous ne pas avoir confiance dans votre État? C'est ça le narratif qu'on sert. C'est ça le narratif qu'on sert. C'est bien ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est ça l'idée. Et donc, on a quand même là un potentiel, je ne dis pas que c'est le cas, attention, hein, mais un potentiel faux témoignage. On a un élément quand même dans le livre qui devrait nous permettre de dire attendez, tout le monde doit respirer, pousse, on met arrêt sur image et on va aller voir un petit peu quel est le témoignage. Vous le dites, donnez-moi votre témoignage. Venez voir, monsieur Ferrand, là. Dites-moi ce que l'Élysée vous a dit de dire. Donnez-moi votre témoignage initial. On va demander de le changer où, quand, comment, qui. Madame la directrice générale de l'Élysée, venez voir un petit peu, directrice juridique, venez voir un petit peu, vous. Sinon, je peux pas, mais les autres, je peux. Venez me voir, les fonctionnaires, venez voir un petit peu, expliquez-moi ça. Quelqu'un l'a demandé? Personne. Richard Ferrand est pressenti au remplacement de Laurent Fabius au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Que vous avez quelqu'un qui a fait, en tant que pouvoir législatif, valider, corriger son témoignage par le pouvoir exécutif, et qui est nommé par ce même pouvoir à la tête de l'organe suprême de contrôle de la constitutionnalité des lois. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce que ça veut dire, ou est-ce que je suis le seul dans ce pays? Je n'ai pas la prétention d'être un énorme et grand, magnifique juriste, mais j'ai un tout petit peu. J'ai eu 16 en droit constitutionnel en première année, donc c'est très très loin, mais il m'avait semblé que les principes traversaient les siècles et que la Constitution demeurait la Constitution. Il m'avait semblé que la séparation des pouvoirs demeurait la séparation des pouvoirs. Il m'avait semblé que l'indépendance de l'autorité judiciaire demeurait l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est où tout ça, là? Où c'est tout ça? Ça s'appelle un État mafieux. On est au cœur de l'État mafieux. C'est une mafia. Nous sommes la Camorra. Nous sommes devenus la Camorra. C'est ça, en fait. Et oui, il faut le dénoncer. Et vous voyez bien que personne ne le dénonce. Vous voyez bien que ces journalistes font le tour des plateaux télé. C'était complotiste de dire qu'il y avait une collusion au sommet de l'État. Ils ne sont pas complotistes, les journalistes du Monde, un journal bien à gauche. C'est pas complotiste, la gauche, c'est la droite qui est complotiste, on le sait tous. Enfin, on sait tous que la gauche est respectable. On sait tous qu'on n'est pas sur TPMP, n'exagérons rien. C'est pas Cyril Hanouna, c'est Fabrice Divisio, cette espèce d'hurluberlu. Non, là c'est des gens très sérieux, là. Oh. Là on est sur quelque chose, c'est du lourd, hein. Journaliste du Monde, hein. Bah justement, ça devrait porter. Oui, et ça porte pas. Comment l'expliquer? On peut pas, pour le coup, excusez-moi, on peut pas reprocher aux médias, un peu quand même, mais on peut pas strictement reprocher aux médias de se taire. Ils le disent, ils les invitent, ils leur laissent la parole, eux le dénoncent. Il y a des réactions derrière. Il y a des réactions. La magistrature a réagi? Pas du tout. Les avocats ont réagi? Pas du tout. L'opposition a réagi? Pas du tout.
Richard Ferrand, pressenti pour être nommé président du Conseil constitutionnel, quelqu'un a réagi? Mais pas du tout. C'est la Camorra. Est-ce que vous pensez, Maître Divisio, que votre action, votre appel, votre mobilisation, votre propos peut faire bouger ce dossier? En tout cas, moi je dépose, et c'est très dangereux ce que je fais, parce que je m'attaque à des gens très puissants. Pour le coup. Je vous dis, c'est la mafia. Quand vous vous attaquez au parrain de la mafia, vous savez comment ça finit. Comment ça peut finir, en tout cas. J'en prends le risque et je dépose une plainte, eh bien, pour ce qui quand même, c'est du faux témoignage, c'est du trafic d'influence, à minima, et complicité. Je dépose une plainte et j'irai devant le juge d'instruction et je ferai enquêter sur cette affaire. On ne peut pas laisser la démocratie entre les mains de la mafia. Emmanuel Macron, aujourd'hui, se comporte comme un parrain de la mafia napolitaine. Mais cette plainte peut-elle être recevable? Recevable, elle l'est. Et par qui? Par moi, en tant que citoyen français. Moi, je dépose plainte en tant que citoyen français. J'invite personne à le faire parce que c'est suffisamment dangereux pour que j'en prenne l'initiative et que je prenne les risques seul. Même mon épouse n'était pas d'accord. En l'occurrence, j'en parlais avec mon beau-père, magistrat à la retraite aujourd'hui depuis cette année, qui m'a dit que j'étais fou. Je crois qu'il a raison. C'est bien ce qui me caractérise. Mais il paraît que ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. Enfin, j'espère. Mais le fait est qu'un juge d'instruction va être désigné, doit être désigné, et je dois. Et on ira jusqu'au bout de cette affaire. On ira jusqu'au bout de cette affaire. Alors, Maître, on se donne peut-être un peu de temps pour renouer avec la suite de cet épisode. Ah bah, du temps, il va falloir valoir. Parce que forcément, Ferrand va être nommé. Et j'attaquerai, pour ma part, la nomination, le décret de nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, je l'attaquerai devant le Conseil d'État. Je ne laisserai pas faire ça. Jusqu'au bout du bout, je me battrai pour préserver ce qui reste de l'état de droit. Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Parce que je vais vous dire, et je rebondis sur le sujet d'avant, vous avez affaire à deux parrains de la mafia de l'Église et la mafia de l'État ici. Mais est-ce que les avocats, vous êtes seuls là sur ce créneau-là, sur ce terrain-là, est-ce qu'il y a une solidarité du monde des avocats pour dire, voilà, cet état de droit aujourd'hui, il est en danger, en tout cas, il y a une anomalie dans une nomination présumée que l'on attend. Est-ce que vous estimez qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se coaliser? Peut-être d'autres personnes, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que la profession, par ses organisations représentative, n'a pas bougé. Elle n'a pas hésité à crier au scandale, s'indigner, à mon sens, à bon droit, mais un peu de manière surfaite, contre l'article de Frontière, l'enquête de Frontière sur les avocats bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en matière d'immigration, tout ce qu'on veut. Ce que vous avez dénoncé. Que j'ai dénoncé. Je trouve que cet article est pas bon, mais pour le coup, ils se sont mobilisés massivement. On les voit quand ils veulent se mobiliser. Ça intéresse quelqu'un, l'état de droit. Et donc là... Et vous savez, la dictature, ça commence jamais par les autres. Ça commence toujours par soi-même. La première raison de la dictature, c'est rarement la première étape de la dictature. Pas d'abord la force, d'abord l'apathie. Si effectivement vous avez une résistance, alors la force devient nécessaire. Mais parfois, elle n'est même pas nécessaire, la force. Pas nécessaire, la force, ici. Vous voyez bien que c'est pas nécessaire. Personne. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression parfois d'être le seul à me taper la tête sur la table en me disant mais tout le monde se. Aux États-Unis, ça là, c'est un crime fédéral. Ça, une révélation comme ça, vous avez le droit à une commission d'enquête sénatoriale du Congrès, et les protagonistes finissent arrêtés par le FBI. En France. Qui pourrait agir en France d'un point de vue institutionnel si on avait l'équivalent des États-Unis? C'est simple, l'opposition parlementaire. Exiger une commission d'enquête parlementaire sur Richard Ferrand, c'est dans le pouvoir. Ils n'ont pas le droit, si une enquête pénale était en cours, coup de bol, elle n'y est pas. Donc, l'opposition LFI qui passe son temps à gueuler pourrait effectivement le faire. Le Rassemblement national qui passe son temps à gueuler pourrait le faire. Tout le monde pourrait le faire. Je ne vais pas exagérer, on ne peut quand même pas dire LR, puisque LR, on sait que c'est un parti du gouvernement, donc ce n'est pas l'opposition, LR, c'est le gouvernement. Maintenant, en plus qu'ils sont au gouvernement, bon, à travers Retailleau, on passe s'auto-saborder. Mais il pourrait le faire sur le plan institutionnel. Bien sûr qu'il pourrait le faire. Et puis, le procureur général de la Cour de cassation pourrait se saisir de cette question. Le procureur de la République de Paris pourrait se saisir de cette question. Mais ils ne sont pas fous. Ils savent à qui ils doivent leur carrière. Une dernière question sur ce point, Maître Divisio. Est-ce que sur cette question de faux témoignages
présumé. J'emploie le terme de présumé parce que je ne sais pas quel est le contenu. Ah, mais moi, je n'accuse personne. Est-ce qu'il n'y a pas justement un manque de matière, même si les journalistes en parlent dans leur enquête, est-ce que le manque de matière empêche d'aller plus loin et d'aller vers une plainte, celle que vous souhaitez? Ce que je vous suggère, c'est demain matin, vous allez dans la presse et vous dites « Bonjour, messieurs la presse, mesdames de la presse, moi, Louis Dauphren, je vous préviens, je vais pas mes impôts. » Mais c'est tout, hein. Je vous le dis. On verra combien de temps il faut avant que vous ayez un contrôle fiscal. On verra combien de temps il faut. Entre 1 et 3 jours. Donc là, il n'y a pas besoin de dire grand-chose, en fait, pour ouvrir une enquête. Attention, c'est pas grand-chose qu'ils ont dit là. Ils ont dit qu'ils ont mené une enquête. J'ai commencé à lire l'ouvrage et c'est quand même assez fourni pour le coup. Ils ont mené une enquête. Ils disent pas « je crois que ». Ils disent « on a les documents, on a les sources », disent-ils. Il suffirait de leur demander. Ben pourquoi pas? Oui, il suffirait que l'autorité judiciaire leur demande. Droit de parole. Oui, droit de parole, mais oui, on est complotistes, ils ne vont pas le dire chez nous, on est complotistes. Voilà comment on disqualifie en fait quelqu'un. On les disqualifie en les ignorant totalement, et les autres en les en les réduisant. La réduction ad hitlerium, ad complotisme, à ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on arrive à un état mafieux. Alors que le sujet est évidemment très sérieux en soi et qu'il ne faut pas le discréditer. Oui. Ah oui. Maître, rebâtir. Rebâtir, c'est un mot, un verbe, une action, un appel. Et on en parle aujourd'hui parce que vous voulez lancer une nouvelle dynamique autour de ce mot. Expliquez-nous ce qu'il y a à rebâtir dans ce pays. L'espérance. C'est difficile. Parce que je vous ai dit, je vous ai parlé d'état mafieux. J'ai accusé jusqu'à la porteuse de l'espérance qu'est l'Église. C'est censé qu'elle est clé de l'espérance. Je vous ai dit qu'elle n'était pas digne de confiance. J'ai dit que l'État se comportait comme un parrain de la mafia. Du moins les hommes qui la représentent. Les hommes qui la représentent, bien évidemment. Je vous ai dit qu'effectivement, tout ça était bien noir quand même. Mais c'est bien au cœur de la nuit que jaillit la lumière. C'est au cœur de la nuit qu'un cri s'est fait entendre. C'est au cœur de la nuit que resplendit la lueur. C'est au cœur de la nuit que vient surgir la vie. Sinon, c'est quoi l'intérêt? Et donc, la question que je disais tout à l'heure, que je me posais tout à l'heure, c'est, une fois qu'on a dénoncé, c'est bien, mais on fait quoi? On fait quoi maintenant? Ou alors, on veut juste dénoncer, entre nous, c'est dégueulasse, c'est pas bien, on se fait plaisir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une espèce d'exutoire. Voilà. Et c'est tout. Sauf que d'abord, moi, on a constaté que je fais des choses. En déposant une plainte, c'est déjà avoir confiance dans l'institution judiciaire. Mais finalement, peut-être que l'idée, c'est de tourner autour de 3 axes. Si vous voulez rebâtir, il faut tourner autour de 3 axes. Le bien, le beau, le vrai. Le vrai, c'est ce qu'on fait. C'est dénoncer. Mais le vrai, c'est aussi être capable d'enseigner. Capable de former. Former les esprits, former les gens. Le bien, c'est capable de prendre soin des autres. C'est pour ça que nous, on met en place quelque chose à travers l'association Je ne suis pas un danger et Rebâtir, qui sont donc aujourd'hui fusionnés. On a une initiative qui est très simple, qui est de dire aux gens, aujourd'hui, le vrai premier problème qu'on a concret, les gens n'ont plus un rond, que accéder à la justice quand vous n'avez plus un rond, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. Quand vous avez toute la journée vous préoccupez des ZFE, des DPE, tout ce que vous voulez, les grands principes. Zone de faible émission. Oui, et DPE pour le diagnostic. Voilà. Et donc, le truc, c'est qu'on a rendu la population vulnérable, occupée à 1000 tracas pour éviter qu'elle ne s'intéresse à la politique, à la justice. Quand vous n'avez pas arrivé à trouver un médecin traitant, ou faire 3 semaines d'attente, d'aller mourir dans les brancards des urgences. Au demeurant, d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un passe pour les urgences maintenant. Maintenant, dans certaines urgences, il faut passer par le 15 pour vous autoriser aux urgences. Parce que, évidemment, l'État n'est pas responsable. C'est pas lui qui a foutu en l'air le système de santé français, évidemment. C'est les patients qui sont responsables. Mais le fait est que, donc, à un moment, c'est très bien tout ça. Mais on fait quoi derrière? Eh bien, moi, ce que je propose, c'est que, pour les adhérents, notamment à l'association, c'est déjà, par exemple, eh bien, de réfléchir à une vraie formation à l'étendue des droits. C'est ensuite être capable d'offrir
des permanences vraies. Ça, c'est concret, je veux dire. Permanences juridiques. Être capable d'offrir des services juridiques à faible coût. C'est être capable, en fait, de se mettre au service. Et puis, c'est également être porteur d'espérance à travers les émissions qu'on va faire, et notamment une qui, moi, me paraît fondamentale, c'est de montrer qu'il y a encore des gens dans ce pays qui résistent. Ils résistent par leur action, par leur parole. Par leur talent. Par leur talent. Et qu'au fond, c'est l'inattendu. Moi, j'ai rencontré, l'anecdote, c'est que j'ai rencontré tout à l'heure, avant de tourner cette émission, j'ai rencontré un chef pâtissier, un grand chef pâtissier, champion du monde, vice-champion du monde, venu d'une famille d'ouvriers, qui a passé un CAP de pâtisserie et qui a trimé, bossé, d'arrache-pied. C'est pas facile. Il a 27 ans. Il est chef d'une des plus grandes maisons françaises, pâtissier d'une des plus grandes maisons françaises, à la force de son talent, de sa détermination et de sa volonté. Et quand vous lui dites, mais je ne comprends pas, vous avez le monde à vos pieds, pourquoi vous restez en France? Parce que c'est ici qu'il y a des choses à rebâtir. Donc c'est ça le principe en fait, ce sont les esprits, les énergies, les talents qui sont encore ici en France, qui veulent y rester, que vous allez recevoir, que vous voulez valoriser. Oui, et qu'on veut valoriser, qu'on veut aider, qu'on veut véritablement... Et puis il y a quand même cette idée de se dire, moi j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental, la justice par exemple, pour vous donner cette idée là tout à l'heure, c'est cher. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, j'ai un exemple très concret dans mon cabinet, moindre des procédures que vous allez faire, va jamais vous coûter moins de 6 ou 7 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est moins cher, pas le débat. Mais ça reste cher quand même, 7 000 euros, si vous voulez. Et c'est un peu le tarif, finalement, des cabinets un peu de prestige. Mais finalement, à un moment, il faut trouver un moyen de s'offrir quand même ce prestige. On ne doit pas avoir un élitisme. Ça, c'est ecclésial, pour le coup. Ne pas avoir un élitisme pour soi, mais un élitisme pour les autres. Et au service des autres. Et donc ça, c'est fondamental. Et à travers les talents dont vous parliez tout à l'heure, en fait, c'est ça, c'est faire émerger des talents, en leur faisant, donnant la parole, montrer que c'est possible. Parce que nos gamins, on leur dit quoi? Alors moi, les miens, ils peuvent se barrer. Il n'y a pas de problème, ils peuvent se barrer. Ils se barrent ailleurs, si tant est que l'herbe soit plus verte ailleurs, mais ils peuvent se barrer. Mais tous ceux dont les enfants ne peuvent pas partir. Et si tous les enfants partent, il va rester qui en France? On ne peut pas d'un côté plaider le grand remplacement permanent. Si vous voulez ça, je dois ouvrir une courte, toute petite parenthèse là-dessus. Je ne supporte plus l'idée du grand remplacement. Pardon, mais j'y arrive plus. Peu importe que ce soit vrai ou pas. Pas ça le débat. Ceux qui sont les partisans la partisans de la thèse du grand remplacement, et sans doute est-ce vrai, hein, à certains égards. Peut-être. Qu'offre-t-il pour pas se faire remplacer? Quelle espérance? Une fois qu'on a désigné l'étranger du doigt, une fois qu'on a dit qu'il fallait pas qu'il vienne, très bien. Mais fondamentalement, ceux qui sont là, quelle espérance on leur offre? Et à nos enfants, quelle espérance on leur offre? Alors à ceux qui nous regardent, moi j'ai quand même une question à leur poser. Est-ce que vous voulez continuer à vous plaindre? Ou est-ce que vous voulez rebâtir? Est-ce que vous voulez qu'on rebâtisse pour vous? Ou est-ce que vous voulez être acteur de votre propre vie? Est-ce que vous voulez monter au sommet de la montagne en téléphérique? Ou est-ce que vous voulez prendre le chemin du sommet? Est-ce que vous voulez dire à vos enfants qu'au fond on y va en téléphérique? Ou est-ce que vous voulez dire à vos enfants que les efforts finissent toujours par payer parce qu'au sommet, il y a un coucher de soleil ou un lever de soleil? Mais ça dépend de chacun après. Eh bien, nous nous mettons au service. C'est pour ça qu'on a un studio aussi. C'est pour ça qu'on va recruter journalistes terrain. Parce qu'on se met au service de cette France qui veut espérer. On se met au service de cette France qui ne veut plus s'enfermer dans la dépression. Nous sommes le pays d'Europe qui consommons le plus d'antidépresseurs. Vous avez vu qu'un sondage récent, les enfants, les jeunes de 18 à 24 ans, en gros, 16 à 24 ans, sont dépressifs. Ça va pas. Le cancer va toucher de plus en plus de monde jeune. Maintenant, nous nous mettons au service d'une espérance. C'est pas facile. Le chemin n'est pas facile. Gravir la montagne, c'est pas facile. Mais c'est la seule solution pour s'en sortir. Il n'y en a pas d'autre. C'est se mettre au service de l'autre par le bien. C'est se mettre au service de l'autre par le beau à travers les talents dont on parlait tout à l'heure, et se mettre au service de l'autre par le vrai, à travers une vraie formation, formation aux libertés publiques, formation... Voilà, passer... Le français est râleur.
mais passer de la râlerie à l'action, passer de la morosité à l'espérance, c'est quelque chose dont vous imaginez pas à quel point ça me tient à cœur. C'est-à-dire que vouloir, on n'arrête pas de dire nos enfants, ils ont plus le sens de l'effort, mais qui le leur en prend ce sens de l'effort? Qu'est-ce qu'on leur donne comme modèle? Pareil pour l'immigration. Vous voulez que je vous présente des étrangers qui se sont non seulement insérés, mais qui ont véritablement œuvré pour le bien de la France? Est-ce que vous voulez que je vous présente des gens qui se sont battus contre leur pays, pour faire, qui ont pris racine ici pour faire émerger leurs talents et créer des emplois, créer de l'énergie, de la synergie? On n'en parle jamais de cela. On parle jamais des gens qui réussissent. On parle jamais de l'effort qui paye. Eh bien, peut-être qu'il est temps que ça change. Qu'on parle de l'effort qui paye et qu'on se mette au service les uns des autres, à travers notamment, et je termine, une communauté. Il est temps de la créer, cette communauté de destin. Communauté solidaire. Une communauté solidaire, une communauté de destin. Vous savez que pour l'anecdote, je raconte juste ça parce que ça me tient à cœur. Pendant le Covid, notre médecin au cabinet a pris sur lui d'hospitaliser, écoutez bien ça, a pris sur lui d'hospitaliser des patients qui étaient condamnés à l'hôpital, qu'on ne voulait plus soigner parce qu'ils étaient trop vieux. Il les a hospitalisés à domicile. Un risque que moi, je lui déconseillais de prendre. Hein. Il l'a pris sous sa responsabilité. Il a fait venir des infirmiers tous les jours, les a renutri, il a travaillé avec des spécialistes. Aucun, écoutez bien, aucun des patients qu'il a pris en charge n'est mort. Pas un. Donc quand on prend soin des gens, eh ben, la vie est au rendez-vous, toujours. C'est vrai en médecine. Mais il faut que ça soit vrai dans tous les domaines sociaux, économiques. C'est Jean-Paul II, ouvrez grand les portes, les portes des États, ouvrez grand les portes économiques, les portes politiques, les portes philosophiques, spirituelles. N'ayez pas peur. Nous vivons dans un monde terrassé par la peur. Et le message que moi, je voudrais envoyer en ce mois de février naissant 2025, à l'aube du carême, c'est n'ayez pas peur. Et donnons-nous rendez-vous. Venez effectivement rebâtir. On parlait de chantier de Notre-Dame tout à l'heure. C'est les compagnons qui ont reconstruit Notre-Dame. C'est eux qui l'ont fait. S'ils ne s'étaient pas bougés, levés à 5 h du matin, n'avaient pas affronté vent et intempéries, on n'aurait pas ce joyau de Notre-Dame. Eh bien, peut-être qu'il reste à reconstruire, à rebâtir ce joyau de la France. Et c'est peut-être ça l'appel qu'on doit lancer. Maître Fabrice Divisio, merci. Droite Parole, rebâtir, bien sûr, ça sera décliné sous quantité de formes sur Droite Parole. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. À bientôt.